Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles. Une des missions principales du télescope spatial James Webb consiste à sonder les premiers âges de l'univers. Dans cette quête, il a déjà produit des résultats extraordinaires et parfois étonnants. Il nous a ainsi montré des galaxies très grandes et très matures rapidement après le Big Bang, ainsi que des trous noirs supermassifs atteignant des tailles extrêmes moins d'1 milliard d'années après le début de l'histoire de l'univers. Ces observations sont un véritable défi pour la cosmologie. Tout semble se dérouler trop vite dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang. L'actualité dont on va parler aujourd'hui vient s'ajouter à cette liste. L'immense majorité des éléments chimiques qu'on côtoie au quotidien ont été produits au cœur des étoiles, dans un phénomène qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Le fer dans votre siège, le carbone dans vos cellules et l'oxygène que vous respirez sont ainsi nés par fusion nucléaire, au cours des tout derniers instants de la vie d'une étoile massive. Ils ont ensuite été dispersés dans la galaxie lorsque cette étoile a explosé, avant de servir de matériau de base à la génération suivante d'étoiles et de planètes. Pour produire des planètes comme la Terre, très riches en éléments lourds, de très nombreuses générations d'étoiles ont dû naître et mourir. Il n'est donc pas étonnant que notre système soit né presque 10 milliards d'années après le Big Bang. Dans les tout premiers âges de l'univers, peu d'étoiles avaient encore eu le temps de naître et de mourir. L'univers était donc très pauvre en éléments lourds. Il était constitué en totalité d'hydrogène et d'hélium, avec quelques traces de lithium, de beryllium et de bore. Avant que la toute première étoile ne commence à fusionner son hydrogène, il n'y avait donc aucune trace d'oxygène ou de carbone dans tout l'univers. Lorsqu'on regarde très loin dans l'histoire du cosmos, comme James Webb sait si bien le faire, on s'attend donc à ne trouver presque aucune trace d'éléments plus lourds que l'hélium. Même si quelques étoiles ont commencé à briller, les quantités d'éléments lourds qu'elles ont pu disperser devraient être tellement faibles qu'elles en seraient indétectables. Et pourtant, je suis sûr que vous l'avez à présent deviné, James Webb est venu mettre un petit grain de sel dans cette prédiction. En observant une galaxie très ancienne, seulement 350 millions d'années après le Big Bang, l'observatoire géant a pu détecter d'importantes quantités de carbone. La galaxie en question est petite, elle pourrait presque être considérée comme un embryon de galaxie. Pour qu'elle affiche des quantités détectables de carbone, elle a dû connaître un cycle de formation et de destruction d'étoiles très rapide. Les quantités de carbone détectées en son sein auraient plutôt été attendues 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette observation vient offrir un point de référence précieux pour modéliser la vie et la mort des toutes premières étoiles de l'univers, les fameuses étoiles de population 3. Elles ont ainsi potentiellement connu des cycles plus rapides que ce qui était précédemment estimé. Cette détection est également significative dans la recherche de la vie. On a tendance à dire que le carbone est l'élément le plus important pour la vie tel qu'on le connaît sur Terre. Il permet de former de longues chaînes qui peuvent servir de base à des molécules complexes comme les acides aminés et les protéines. Si le carbone a été présent en grande quantité très tôt dans l'histoire de l'univers, alors la vie a eu une chance d'apparaître plus tôt que ce qu'on pensait précédemment. C'est par ailleurs un nouvel indice que l'univers dans son ensemble apparaît plus précoce qu'attendu. Il forme des galaxies et des trous noirs massifs plus vite et sa chimie semble arriver très rapidement à maturité. On verra dans les années qui viennent si cela a des conséquences plus profondes sur la cosmologie en général. Côté industrie spatiale, les news sont très chargées, à commencer par ces images spectaculaires d'un incident qui est à ma connaissance unique dans l'histoire spatiale. L'entreprise chinoise Space Pioneer était en train de mener une mise à feu statique du premier étage de son lanceur Tiangong 3, dans la province de Henan le 30 juin. Dans mise à feu statique, le mot important est statique, immobile, qui ne bouge pas. On n'est pas censé voir une fusée décoller lors de ces tests, et c'est pourtant ce qu'il s'est passé. Suite à un problème structurel, ce premier étage s'est libéré de son installation et a tout bonnement décollé, avant d'aller s'écraser dans une gigantesque explosion dans les collines environnantes. Il semble qu'il n'y a eu fort heureusement aucune victime. L'incident est d'autant plus impressionnant que Space Pioneer n'est pas en train de développer un micro-lanceur. On vous a récemment parlé de Tiangong 3, il s'agit d'une fusée relativement comparable à une Falcon 9, qu'on pourrait donc considérer comme un lanceur lourd. Elle exploite des moteurs au kérosène et le lanceur complet doit faire 71 mètres de haut pour 3,8 mètres de diamètre. L'étage qu'on a vu décoller et s'écraser faisait donc certainement plusieurs dizaines de mètres de haut.
Bon, on imagine que Space Pioneer va se faire taper sur les doigts. Pékin va peut-être saisir l'occasion pour contrôler d'un peu plus près ce que fait le secteur bourgeonnant du New Space chinois. Faire des concurrents à la Falcon 9, c'est bien, mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment de la sécurité publique. Affaire à suivre donc. Vous allez le voir, sur la suite de ce DNDE, les news ne sont guère plus reluisantes ailleurs. Le spatial c'est comme ça, il y a des semaines où tout va mal. En Europe, l'industrie a été secouée par la décision de Metsat, une organisation intergouvernementale météorologique qui a décidé de se désister d'un lancement sur Ariane 6 pour aller se trouver une place sur une Falcon 9. Quand on l'analyse de près, la décision n'est pas si surprenante. Le satellite qui doit être lancé nécessiterait la version 64 d'Ariane 6 pour atteindre son orbite optimale. C'est cependant la version 62 du nouveau lanceur lourd européen qui va être qualifiée dans quelques jours. Certains calendriers ne peuvent pas attendre, mais politiquement, c'est vrai que ça passe mal. EUMETSAT est une organisation financée par les contribuables européens, et voir ces fonds partir chez une entreprise américaine, c'est un peu déprimant. Cela relance le débat qu'on avait déjà entendu il y a quelques années, de savoir s'il faut imposer des mesures protectionnistes sur les lancements de satellites institutionnels européens. Les États-Unis ne s'en privent pas et utilisent leurs très nombreux lancements militaires et scientifiques pour donner du grain à moudre à leur industrie. Les lancements européens militaires et scientifiques sont beaucoup moins nombreux, alors si en plus on les refile aux Américains, cela va être très compliqué d'entretenir et de faire fleurir une industrie locale. Bref, les États-Unis n'échappent de toute manière pas non plus aux mauvaises nouvelles, à commencer par l'entreprise Collins Aerospace qui a tout simplement décidé qu'elle ne souhaite plus faire de nouvelles combinaisons pour le compte de la NASA. Un industriel qui décide qu'il ne veut plus d'un contrat public, c'est à ma connaissance aussi relativement inédit. Il y a environ 2 ans, l'agence spatiale américaine avait sollicité 2 entreprises, Collins et Axiom, pour produire de nouvelles combinaisons. Elles doivent être utilisées en orbite basse et sur la Lune. Collins est donc dorénavant sorti du contrat. Il ne reste donc plus qu'Axiom pour réussir une combinaison que devront porter les premiers Américains à retourner sur la Lune. Il ne faudrait pas qu'ils rencontrent à leur tour un problème, sans quoi c'est tout l'effort Artemis qui pourrait s'en retrouver bloqué. La NASA pourrait éventuellement choisir d'avoir recours à une nouvelle entreprise, peut-être SpaceX qui devrait tester une combinaison extravéhiculaire dans les mois qui viennent avec la mission Polaris Dawn. Allez, passons maintenant aux mauvaises nouvelles russes, qui concernent pour leur part la dislocation d'un satellite en orbite. Mercredi dernier, plusieurs acteurs ont rapporté qu'un nuage de débris venait de se former à la place du satellite russe Rerzus P1. Au moins 180 débris ont été identifiés. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit, mais celui-ci a la particularité d'être survenu à une altitude particulièrement critique. Le satellite gravitait à 355 km au-dessus de nos têtes, ce qui le place pas très loin de l'ISS ou de la constellation Starlink. Fort heureusement, cette altitude est relativement basse, et la plupart des débris devraient rentrer dans l'atmosphère d'ici quelques mois ou quelques années. D'ici là, il faudra cependant être particulièrement vigilant. Rapidement après la détection de l'incident, les astronautes à bord de l'ISS se sont mis à l'abri de manière préventive pendant environ 1 heure, le temps de traquer la trajectoire des débris les plus dangereux. A priori, tout danger immédiat est écarté, mais cet incident est un rappel du risque de plus en plus présent d'une réaction en chaîne incontrôlée en orbite. Un satellite qui se désintègre crée des débris, lesquels peuvent percuter de nouveaux satellites et créer plus de débris, et ainsi de suite. Le fameux syndrome de Kessler. On imagine qu'il serait particulièrement violent s'il venait à affecter les orbites de Starlink. Heureusement, on n'en est pas encore là, il faut donc espérer que la situation n'empire pas. On va tout de même finir ce DNDE sur une note un peu plus positive, histoire de relever la tête. Et c'est en Chine qu'on va retourner pour la trouver. Comme on vous le disait la semaine dernière, la mission Chang'e 6 vient de prendre fin. Elle a rapporté les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. On connaît dorénavant la taille du butin. La sonde est parvenue à prélever 1935 grammes de matière lunaire à la surface et en profondeur. Un beau score qui va permettre d'alimenter la recherche lunaire pour les années qui viennent. Pékin a par ailleurs annoncé que des équipes internationales étaient bienvenues pour candidater à l'examen de ces échantillons. On imagine que pour les Américains ce sera compliqué, mais des équipes européennes auront peut-être la chance de pouvoir être sélectionnées. Cela s'était déjà produit pour Chang'e 5 et on peut donc être optimiste sur de nouvelles collaborations. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime, le lien pour y assister est en description.
N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.